En Orient comme en Occident, Ibn Khaldoun est considéré comme l'un des plus grands penseurs qui aura légué un nombre considérable d'idées, de principes et de procédés méthodologiques qui seront les bases de certaines théories et disciplines conçues des siècles plus tard à travers le monde. Il est le premier à avoir conçu une philosophie de l'histoire et le premier qui a élevé l'histoire et les sociétés humaines au rang de science. C'est en s'intéressant de très près aux structures et aux évolutions des sociétés qu'Ibn Khaldoun est considéré comme l'un des premiers théoriciens de l'histoire des civilisations et le père fondateur de la sociologie moderne. Certains analystes ont vu en lui un précurseur des travaux de Machiavel, Montesquieu ou encore Marx. Doté de compétences dans une multitude de domaines allant jusqu'aux sciences naturelles, il a également anticipé la théorie de la pesanteur de Newton ou encore la théorie de l'évolution de Darwin. Ibn Khaldoun, intellectuel arabe du XIVe siècle, nous a fourni une pensée universelle et reste terriblement actuelle. Ibn Khaldoun est un historien, un géographe, un démographe, un économiste, un homme politique et le père fondateur de la sociologie moderne. Il est né en 1332 à Tunis. Il vient d'une grande famille andalouse d'origine yéménite et qui ont été chassés de la péninsule ibérique par la Reconquista et qui donc s'est installé en Ifriqiya, en actuelle Tunisie. Ibn Khaldoun a vécu dans une époque extrêmement mouvementée. Dans le monde islamique, le Maghreb était divisé entre deux grandes dynasties, l'une établie à Fès au Maroc, les Mérinides, et l'autre à Tunis, les Hafsides. En Égypte régnait la dynastie des Mamelouks et il y sera d'ailleurs nommé juge malékite pendant une période de sa vie. En Europe, c'est le début de la guerre des 100 ans entre la France et l'Angleterre avec des répercussions sur l'Espagne. L'Orient fait face aux invasions turco-mongoles et la peste noire qui sévissait de l'Asie à l'Europe frappe aussi l'espace méditerranéen et emporte sa mère, puis son père et beaucoup de ses maîtres quand il avait 15 ans. Ce siècle l'a forgé et a eu une profonde influence sur son œuvre. Ibn Khaldoun a bénéficié dès son plus jeune âge d'une éducation de base de très grande qualité qu'il a complétée à l'université Zitouna à Tunis, puis plus tard à l'université d'El Qarawiyyin à Fès. Il commence par étudier rigoureusement la langue arabe classique nécessaire à la compréhension du Coran, au hadith et à la jurisprudence islamique. Puis il est introduit aux mathématiques, à la logique et à la philosophie par El-Abouli, grand philosophe de l'époque qui devient son maître favori. Alors Ibn Khaldoun a fini par toucher à une multitude de disciplines dont la grammaire, les mathématiques, l'astronomie, les sciences naturelles et beaucoup d'autres, mais comme ses aïeux, il aspire à une carrière politique et diplomatique. À 18 ans, il devient le secrétaire du sultan Hafsid de Tunis et cette expérience lui a permis de bien observer et de comprendre les rouages du pouvoir et l'exercice politique. Durant de nombreuses années, Ibn Khaldoun a vécu énormément d'expériences dans les postes clés du pouvoir avec beaucoup d'intrigues, de bouleversements, de changements d'obédience d'un sultan à un autre, d'un royaume à un autre, de Tunis à Fès en passant par le Caire d'ailleurs où il passera le restant de sa vie à enseigner et à rédiger son œuvre. À cette époque, les changements des souverains étaient très fréquents et Ibn Khaldoun n'a pas hésité à utiliser ses capacités d'équilibriste et de faiseur d'alliances pour sauver sa situation et se mettre au service de ceux qui comptaient. Il a été emprisonné puis libéré et a échappé à la mort plusieurs fois. En 1374, Ibn Khaldoun prend la décision de se retirer de la politique et de se consacrer à la réflexion et à la production intellectuelle. Il s'attelle donc à la rédaction de son œuvre majeure, qui est le Livre des Exemples. À l'origine, le Livre des Exemples se veut une étude particulièrement axée sur l'histoire des Berbères et du Maghreb, mais au fil de la rédaction, Ibn Khaldoun a fini par couvrir l'ensemble de l'humanité et a fini par présenter une histoire universelle. Dans ce livre, il a cherché à traiter toutes les interrogations de son temps et pour cela, il s'est appuyé sur son éducation, son intelligence, sa mémoire, sa longue expérience des arcanes du pouvoir, sa profonde connaissance des hommes et ses voyages. Mais ce qui sera fondamental et qui sera l'œuvre pionnière d'Ibn Khaldoun, c'est la Muqaddima, qu'on traduit en français par les prolégomènes et qui a été écrite en guise d'introduction, de préface du Livre des Exemples, mais qui est considérée comme une œuvre à part entière, tant par sa densité matérielle que réflexive. Dans cette Muqaddima, Ibn Khaldoun a voulu déterminer les causes et les conséquences de la montée et du déclin des dynasties qui se sont succédées et qui a caractérisé l'instabilité chronique des États du Maghreb.
Il s'est donc penché sur les champs sociaux et aux interactions qui les régissent. Il a analysé à travers l'observation, l'expérience, la réflexion critique et leur interdépendance le monde rural, le monde citadin, le champ religieux, l'établissement et l'exercice du pouvoir, les mécanismes de cohésion des groupements humains, al-asabiya, l'activité économique et ses cycles, la psychologie sociale, les déterminations du milieu avec leurs incidences culturelles, géographiques, physiques et humaines. Ibn Khaldoun s'est constamment interrogé sur les causes des évolutions historiques qu'il a classées en facteurs sociaux, culturels, climatiques, etc. Alors la pensée d'Ibn Khaldoun est en rupture totale avec toutes les approches qui l'ont précédée. À l'exception des historiens grecs Hérodote et Thucydide, l'histoire telle qu'elle a été écrite relatait les faits bruts, sans analyse ni recul. Ibn Khaldoun a fait de l'histoire une science, et une science nouvelle, qui est intrinsèquement liée aux civilisations et à l'essence même de la société humaine. Il a donc été le premier à allouer une place à part entière à l'histoire dans l'organisation du savoir et le premier à concevoir un modèle de fonctionnement des sociétés humaines d'un point de vue scientifique. C'est le début de la philosophie de l'histoire et le début de la sociologie. Si on devait essayer de résumer sa démarche, on dirait qu'Ibn Khaldoun explique la légitimité du pouvoir par la asabiya, un terme arabe ancien qu'il réinterprète et qu'il définit comme le lien de cohésion, de solidarité, d'unité dans un groupe humain qui forme une communauté. Pour Ibn Khaldoun, le comportement sociopolitique du groupe s'analyse comme suit. Naissance d'une asabiya avec une unité et une identité d'intérêts communs et de comportements qui fondent le groupe, ce groupe cherche à imposer sa souveraineté, c'est le mulk, qui est le fondement de toute civilisation ordonnée. À ce moment, un autre facteur de civilisation entre en jeu, c'est la religion, une superstructure qui soutient le passage d'une asabiya vers le mulk. L'analyse d'Ibn Khaldoun souligne le caractère cyclique de la asabiya. Pour lui, chaque groupe est remplacé par un autre où la cohésion est plus forte, et l'histoire décrit ces cycles au fur et à mesure qu'ils se développent et disparaissent. La théorie d'Ibn Khaldoun sur la naissance et la chute des empires est extrêmement avant-gardiste par sa justesse et sa pertinence, au point qu'elle est reprise par de nombreux penseurs contemporains. Ce qui a vraiment été ingénieux, c'est qu'à partir d'un exemple particulier, à partir de son analyse sur les changements sociaux et politiques qu'il a pu observer dans le Maghreb et dans la péninsule ibérique à l'époque médiévale, il a pu en tirer des lois générales et des lois universelles qui sont toujours applicables aujourd'hui.